Millionnaire arabe a mis enceinte 2 mendiantes jumelles. Tout le monde était choqué. Mais 6 ans plus tard, personne n'a cru ce qu'elles ont fini par faire. Dans le 16e arrondissement de Paris, là où les façades haussmanniennes s'élèvent avec fierté vers le ciel gris de l'hiver, Alexandre de Montfort contemplait la ville depuis la fenêtre de son bureau au dernier étage de l'hôtel particulier familial. Héritier de l'une des plus anciennes dynasties industrielles de France, il était l'image même du succès aux yeux du monde. Les magazines économiques ne tarissaient pas d'éloges sur ses investissements visionnaires. Les journaux People s'enthousiasmaient de ses apparitions dans les galas de charité, et son nom résonnait dans les couloirs du pouvoir. Pourtant, en ce soir de décembre, alors que les lumières de la ville scintillaient comme autant d'étoiles terrestres, Alexandre ressentait ce vide familier qui le rongeait depuis des années. À 35 ans, il avait tout ce que l'argent pouvait acheter, mais rien de ce que son cœur désirait véritablement. Les réceptions somptueuses dans les salons dorés de leur hôtel particulier, les conseils d'administration où sa parole faisait loi, les soirées mondaines où chacun cherchait ses faveurs, tout cela lui semblait désormais d'une futilité accablante. « Monsieur », interrompit Bernard, le majordome qui servait la famille depuis 3 générations, « le conseil d'administration attend votre présence pour la réunion annuelle. » Alexandre ajusta sa cravate de soie devant le miroir, vénitien qui ornait son bureau. « Merci, Bernard. Dites-leur que j'arrive dans un moment. » Sa voix habituellement assurée trahissait une lassitude que seul le vieil homme pouvait percevoir. Dans la salle de réunion, les membres du conseil, vieillissants et conservateurs, discutaient déjà de l'avenir du groupe Montfort. L'entreprise, fondée au XIXe siècle, s'était diversifiée au fil des décennies, passant de la sidérurgie à la haute technologie, mais conservait cette aura d'excellence qui faisait sa réputation. Alexandre prit place en bout de table, position qu'il occupait depuis la retraite de son père 5 ans auparavant. « Messieurs, commença-t-il, avant d'entamer cette réunion, j'aimerais vous faire part d'une décision. » Le silence se fit, immédiat. « Je souhaite créer une nouvelle branche de notre fondation, dédiée à l'aide aux femmes en difficulté dans les quartiers défavorisés. » Les regards se croisèrent, mêlant surprise et désapprobation. Charles de Villeneuve, le plus ancien membre du conseil, se racla la gorge. « Mon cher Alexandre, la Fondation Montfort a toujours soutenu des causes, disons plus traditionnelles. L'opéra, les arts, la préservation du patrimoine. » « Justement, coupa Alexandre, il est temps d'évoluer. Notre monde change et nous devons adapter notre vision. » La réunion se termina dans une atmosphère tendue. Plus tard, seul dans son bureau, Alexandre ressentit le besoin urgent d'échapper à ces murs dorés qui l'étouffaient. Sans prévenir personne, il enfila un manteau simple et sortit par l'entrée de service, chose qu'il n'avait jamais faite auparavant. Les rues de Paris, loin des quartiers huppés qu'il fréquentait habituellement, lui révélèrent un autre visage de la ville. Dans le 19e arrondissement, près du canal de l'Ourcq, il découvrit une réalité qu'il n'avait jamais vraiment regardée en face. C'est là qu'il les vit pour la première fois. 2 jeunes femmes, assises sur un banc malgré le froid, l'une tenant un livre usé, l'autre caressant doucement son ventre arrondi. Quelque chose dans leur dignité silencieuse le frappa. Sans réfléchir, il s'approcha d'un café encore ouvert et acheta 3 chocolats chauds. Quand il leur tendit les gobelets fumants, leurs regards méfiants le transpercèrent. La plus jeune, qui se présenta comme Sophie, accepta avec un sourire timide. Sa compagne, Marie, hésita plus longtemps avant de prendre le sien. « Pourquoi » demanda simplement Marie, ses yeux verts scrutant Alexandre avec intensité. « Parce que parfois un chocolat chaud peut faire toute la différence, » répondit-il, surpris par sa propre sincérité. Ce soir-là, en rentrant dans son monde de privilèges, Alexandre ne pouvait effacer de son esprit l'image de ces 2 femmes. Il ne le savait pas encore, mais cette rencontre allait bouleverser non seulement sa vie, mais aussi tout ce qu'il croyait savoir sur son propre passé. Dans les jours qui suivraient, il reviendrait encore et encore, poussé par une force qu'il ne comprenait pas encore totalement. Ce qu'il ignorait, c'est que dans les archives poussiéreuses de la famille Montfort, un secret attendait d'être découvert. Un secret qui reliait son destin à celui de ces 2 femmes d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Les jours suivants, Alexandre développa une routine inhabituelle. Chaque soir, après les interminables réunions et obligations mondaines,
Il s'échappait vers le canal de l'Ourcq. Sophie et Marie l'attendaient toujours au même endroit, comme si elles avaient deviné qu'il reviendrait. Petit à petit, leur méfiance initiale se transforma en une curiosité mutuelle. Sophie, 24 ans, était une brillante étudiante en mathématiques, qui avait dû interrompre ses études à cause de sa grossesse et du manque de soutien familial. Marie, légèrement plus âgée, travaillait comme restauratrice d'art avant qu'une série d'événements malheureux ne la pousse vers la précarité. Leurs histoires, racontées par bribes au fil des soirées, touchèrent Alexandre d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible. « Vous n'êtes pas obligé de revenir chaque soir », lui dit Marie un soir, alors qu'il leur apportait des sandwichs d'une boulangerie proche. « Nous ne sommes pas un projet de charité. » Alexandre secoua la tête. « Ce n'est pas de la charité, c'est... » Il chercha ses mots. « C'est peut-être égoïste, mais vos conversations sont les seules qui me semblent réelles depuis des années. » Un soir, alors qu'il rentrait à son hôtel particulier, Bernard l'attendait avec une expression inhabituellement grave. « Monsieur, votre père souhaite vous voir immédiatement dans son bureau. » Henri de Montfort, patriarche de la famille, se tenait devant la cheminée de son bureau, un verre de cognac à la main. Malgré sa retraite officielle, il gardait un œil vigilant sur les affaires familiales. « Alexandre, des rumeurs circulent. On te voit dans des quartiers peu recommandables. »« Je suis adulte, père. Je peux aller où bon me semble. »« Tu es un Montfort ?» La voix d'Henri claqua comme un fouet. « Chacun de tes gestes est scruté, analysé. Tu ne peux pas te permettre ce genre d'écart. » Quelque chose dans le ton de son père éveilla la curiosité d'Alexandre. « Pourquoi cela vous trouble-t-il autant? Ce n'est pas la première fois que la Fondation s'intéresse aux causes sociales. » Le verre de cognac trembla légèrement dans la main d'Henri. « Il y a des choses que tu ignores, Alexandre, des choses qui doivent rester enterrées. » Cette conversation éveilla en Alexandre une intuition troublante. Le lendemain, profitant de l'absence de son père, il se glissa dans les archives familiales. Pendant des heures, il parcourut des documents jaunis par le temps, des correspondances anciennes, des actes notariés. C'est alors qu'il tomba sur une lettre datée de l'année de sa naissance, qui fit vaciller tout son monde. La lettre, écrite par une certaine Élisabeth Dumas à Henri de Montfort, parlait d'un arrangement secret, d'un échange qui ne devait jamais être révélé. « Laetitia », mots dansaient devant ses yeux, « l'enfant sera mieux dans votre famille. Personne ne doit savoir. Une nouvelle vie pour lui. » Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Était-il possible que... Les questions se bousculaient dans son esprit, mais une certitude s'imposait. Il n'était pas celui qu'il croyait être. Cette découverte bouleversante le poussa à voir Sophie et Marie sous un nouveau jour. Leur combat pour la dignité, leur refus d'abandonner malgré les difficultés, tout cela résonnait différemment maintenant. Il comprenait enfin pourquoi leur sort l'avait tant touché. Quelque part, dans une autre vie, il aurait pu être à leur place. Décidé à agir, il commença à mettre en place un plan. Sans en informer le conseil d'administration, il loua un appartement dans un immeuble rénové près du canal et proposa aux deux femmes de s'y installer. « C'est temporaire, expliqua-t-il, juste le temps que vous retrouviez une stabilité. » Marie hésita. « Pourquoi prenez-vous tant de risques pour nous ?»« Parce que parfois, il faut suivre son instinct, » répondit-il, repensant à la lettre cachée. Dans les archives. Ce qu'Alexandre ignorait, c'est que sa décision avait déjà mis en mouvement des événements qui dépassaient son contrôle. Dans les couloirs feutrés du pouvoir parisien, des murmures commençaient à circuler. Isabelle de Beaumont, une philanthrope influente spécialisée dans l'aide aux femmes en difficulté, avait eu vent de ses actions et s'y intéressait particulièrement. Mais ses intentions n'étaient peut-être pas aussi altruistes qu'elle le paraissaient. L'appartement que Alexandre avait trouvé pour Sophie et Marie se situait dans un immeuble art déco restauré, avec vue sur le canal de l'Ourcq. Les deux femmes s'y étaient installées depuis une semaine, et peu à peu, la vie commençait à prendre un nouveau rythme. Sophie avait repris contact avec son université, espérant pouvoir continuer ses études à distance, tandis que Marie passait ses journées à explorer les possibilités de retrouver un emploi dans la restauration d'art. Un matin, alors qu'Alexandre prenait son petit déjeuner dans la salle à manger familiale, Bernard lui apporta le journal Le Figaro. En première page, un article attira immédiatement son attention. Isabelle de Beaumont lance un nouveau programme, d'aide aux femmes enceintes en difficulté.
La photo montrait une femme élégante d'une cinquantaine d'années, au regard perçant et au sourire calculé. « Elle souhaite vous rencontrer », annonça Henri, entrant dans la pièce. Isabelle est une vieille amie de la famille. Sa fondation fait un travail remarquable et elle pense que nous pourrions collaborer. Alexandre scruta le visage de son père, cherchant des indices. Depuis sa découverte dans les archives, chaque interaction avec Henri était devenue un exercice d'observation minutieuse. Pourquoi maintenant? Elle a entendu parler de ton projet personnel. Le ton d'Henri trahissait sa désapprobation. Elle propose une solution plus structurée, plus appropriée à notre position. Le même après-midi, dans son bureau de l'avenue Montaigne, Isabelle de Beaumont reçut Alexandre avec une familiarité qui le mit immédiatement mal à l'aise. Son bureau, décoré avec un goût exquis, était rempli de photos la montrant aux côtés de personnalités influentes. « Mon cher Alexandre, commença-t-elle, votre père m'a beaucoup parlé de vous. Votre soudain intérêt pour les causes sociales est touchant. » Elle fit une pause sirotant son thé, mais peut-être un peu maladroit. Maladroit? Alexandre maintint un ton neutre, mais sa méfiance grandissait. Ces deux jeunes femmes que vous aidez, elles méritent une assistance professionnelle, structurée. Ma fondation peut leur offrir un accompagnement complet, soins médicaux, formation et même des familles d'accueil respectables pour leurs enfants. Alexandre sentit son sang se glacer. Des familles d'accueil? Soyons réalistes, poursuivit Isabelle avec un sourire condescendant. Ces enfants auront de meilleures chances dans des familles établies, des familles qui peuvent leur offrir stabilité et éducation. En sortant du bureau d'Isabelle, Alexandre était troublé. Quelque chose dans cette femme lui rappelait un détail de la lettre qu'il avait découverte. Un nom mentionné en passant. Il retourna aux archives familiales, cette fois avec une intention précise. Pendant ce temps, Marie faisait une découverte bouleversante. En rangeant de vieux papiers, elle était tombée sur une photo jaunie par le temps. Elle y reconnut immédiatement un jeune homme. C'était Alexandre, plus jeune, aux côtés d'une femme qui ressemblait étrangement à sa propre mère. Le soir même, alors qu'Alexandre rendait visite à l'appartement, Marie l'attendait, la photo à la main. « Il y a quelque chose que je dois vous dire », commença-t-elle, la voix tremblante. « Cette photo, elle n'est pas un hasard. » Sophie, qui travaillait sur ses équations mathématiques à la table de la cuisine, leva la tête, intriguée. L'atmosphère dans l'appartement devint soudainement électrique. « Ma mère, » continua Marie, « travaillait comme gouvernante dans une grande famille parisienne il y a des années. Elle m'a souvent parlé d'un jeune garçon qu'elle avait vu arriver un jour comme par magie. Elle n'a jamais su d'où il venait exactement, mais elle se souvenait de l'agitation que cela avait créée dans la maison. » Alexandre prit la photo avec des mains tremblantes. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais l'image qui en émergeait était plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. La connexion qu'il ressentait avec ces deux femmes n'était pas simplement le fruit du hasard, c'était le destin qui rattrapait son passé. Dans les jours qui suivirent, la pression commença à monter. Des articles commencèrent à paraître dans la presse People, questionnant les activités d'Alexandre. Le conseil d'administration convoqua une réunion d'urgence et Isabelle de Beaumont intensifia ses efforts pour prendre le contrôle de la situation. La réunion du conseil d'administration se tenait dans une atmosphère orageuse. Les membres les plus conservateurs, menés par Charles de Villeneuve, avaient préparé leur offensive. Alexandre, assis à sa place habituelle, pouvait sentir la tension monter dans la pièce. Les actions du groupe ont chuté de 3 points depuis que ces rumeurs ont commencé à circuler, annonça Charles, projetant des graphiques sur l'écran. Notre réputation est notre plus grand atout, et elle est en train d'être compromise par des distractions inappropriées. Alexandre resta calme, même lorsque son cousin Victor de Montfort prit la parole. Victor avait toujours convoité la présidence du groupe, et il voyait enfin une opportunité de déstabiliser son cousin. « Nous avons reçu une proposition intéressante de la Fondation Beaumont, » déclara Victor avec un sourire mielleux. « Il propose de prendre en charge la situation de manière professionnelle, en préservant notre image et en assurant une issue, convenable pour toutes les parties concernées. » Une issue convenable? La voix d'Alexandre était glaciale. « Ces femmes ne sont pas un problème à résoudre, Victor. Elles sont des êtres humains qui méritent notre respect et notre soutien. » La réunion se termina sur un ultimatum.
Alexandre devait cesser immédiatement tout contact avec Sophie et Marie, où le conseil envisagerait des mesures drastiques. En sortant de la salle, il croisa Bernard qui l'attendait avec une expression inquiète. « Monsieur, » murmura le majordome, « il y a quelque chose que vous devez savoir. J'étais là cette nuit-là quand vous êtes arrivé. » Alexandre s'arrêta net. « Quelle nuit ?»« La nuit où Madame Élisabeth vous a amené. J'ai tout vu, mais votre père m'a fait jurer de garder le secret. » Pendant ce temps, à l'appartement près du canal, Sophie faisait une découverte extraordinaire. En travaillant sur ces équations, elle avait développé une nouvelle approche pour résoudre un problème mathématique complexe. Son ancien professeur, contacté par email, était enthousiasmé par sa théorie. « C'est révolutionnaire », expliqua-t-elle à Marie. « Le professeur Lambert dit que ça pourrait changer la façon dont nous abordons certains calculs en cryptographie. » Marie, qui resterait une petite toile dans le salon transformé en atelier temporaire, sourit. Mais son sourire s'effaça quand elle vit une voiture noire s'arrêter devant l'immeuble. Isabelle de Beaumont en descendit, accompagnée de 2 hommes en costume. « Mademoiselle Dumas !» La voix d'Isabelle résonna dans l'interphone. « J'aimerais vous parler de votre mère, Élisabeth. » Le nom fit l'effet d'une bombe. Marie regarda Sophie, puis la photo qu'elle avait trouvée. Comment peut-elle? Les événements s'accélérèrent. Isabelle de Beaumont avait apparemment des connexions avec le passé que personne n'avait soupçonné. Elle connaissait des détails sur l'histoire d'Alexandre que même lui ignorait. « Votre mère n'était pas qu'une simple gouvernante », révéla Isabelle à Marie lors de leur rencontre forcée. Elle était la gardienne d'un secret qui pourrait détruire la famille Montfort. Et maintenant, il est temps de remettre les choses en ordre. Pendant ce temps, Alexandre, bouleversé par les révélations de Bernard, cherchait désespérément à comprendre son passé. Dans les archives, il découvrit que Élisabeth Dumas n'était pas seulement la mère de Marie. Elle avait été proche d'Isabelle de Beaumont et de son père à une époque. Le soir même, alors qu'il se rendait à l'appartement pour prévenir Sophie et Marie du danger, il trouva l'endroit vide. Sur la table, un mot griffonné à la hâte. « Ils savent tout. Nous devons partir, pardonnez-nous. » La disparition des 2 femmes déclencha une série d'événements qui allaient secouer les fondations même de la société parisienne. Car ce qu'Isabelle de Beaumont ignorait, c'est que Sophie n'avait pas seulement développé une théorie mathématique brillante. Elle avait aussi découvert un modèle qui permettait de retracer des connexions cachées dans des données apparemment aléatoires. Et ces connexions pointaient vers un réseau de secrets bien plus vaste que quiconque n'aurait pu l'imaginer. La disparition de Sophie et Marie déclencha une tempête dans la vie d'Alexandre. Pendant 3 jours, il parcourut Paris, utilisant toutes ses ressources pour les retrouver. Ses recherches le menèrent dans des endroits inattendus, révélant une ville qu'il ne connaissait pas, une Paris souterraine où les secrets se cachaient dans l'ombre des grands boulevards. Bernard, fidèle à sa promesse de dire enfin la vérité, lui révéla plus de détails sur la nuit de son arrivée. C'était une nuit pluvieuse, raconta-t-il, assis dans la cuisine déserte de l'hôtel particulier. Élisabeth Dumas est arrivée, trempée jusqu'aux os avec vous dans les bras. Elle parlait avec votre père comme s'ils se connaissaient depuis longtemps. Il y avait aussi une autre femme. « Isabelle de Beaumont ?» demanda Alexandre, le cœur battant. « Oui, elle supervisait tout, comme si elle orchestrait une pièce de théâtre. J'ai entendu des bribes de conversation, quelque chose à propos d'un arrangement, d'un échange. » Pendant ce temps, dans un petit appartement du 20e arrondissement, Sophie et Marie n'étaient pas seules. Elles avaient trouvé refuge auprès d'une ancienne collègue de Marie, une restauratrice d'art nommée Claire Dubois. Cette dernière avait des connexions avec un réseau d'entraide pour femmes en difficulté, un système parallèle qui existait en marge des institutions officielles. Sophie, malgré la situation précaire, continuait à travailler sur ses équations. « Ces algorithmes, expliqua-t-elle à Marie une nuit, ils ne servent pas qu'à la cryptographie. J'ai découvert qu'on peut les utiliser pour tracer des motifs dans les données financières. Et j'ai trouvé quelque chose d'étrange dans les transactions de la Fondation Beaumont. » Marie, qui berçait son ventre arrondi, leva les yeux. Quel genre de choses? Des transferts réguliers vers des comptes offshore, tous liés à une société créée le jour même de l'arrivée d'Alexandre chez les Montfort. La révélation fit l'effet d'une bombe. Pendant ce temps, Isabelle de Beaumont orchestrait sa propre stratégie. Dans son bureau de l'avenue Montaigne, elle rencontrait Victor de Montfort, le cousin d'Alexandre. « Tout est en place », assura Victor, feuilletant un dossier. «
Le conseil d'administration se réunit demain en session extraordinaire. Avec les preuves que nous avons fabriquées, ils n'auront d'autre choix que de destituer Alexandre. Isabelle sourit, mais ses yeux restaient froids. Et l'autre partie du plan? Les papiers d'adoption sont prêts. Dès que les enfants naîtront, ils seront placés dans les familles que vous avez choisies. Tout sera parfaitement légal. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Claire Dubois n'était pas qu'une simple restauratrice d'art. Ancienne journaliste d'investigation, elle avait passé des années à enquêter sur les réseaux d'adoption douteux dans les hautes sphères parisiennes. Les révélations de Sophie sur les transactions financières étaient la pièce manquante qu'elle attendait depuis longtemps. Alexandre, suivant les indices laissés par Bernard, se rendit dans un petit café près de la place de la Bastille. C'était là que son père et Elisabeth Dumas se rencontraient autrefois. La propriétaire, une femme âgée nommée Mathilde, se souvenait encore. « Il venait souvent ici il y a des années », raconta-t-elle, sortant une vieille boîte de sous son comptoir. Elisabeth oubliait parfois des choses. J'ai gardé certains papiers, pensant qu'elle reviendrait les chercher. Dans la boîte, Alexandre découvrit des lettres, des photos et un carnet. En le feuilletant, son monde bascula une nouvelle fois. Le carnet contenait des notes détaillées sur un réseau complexe d'adoption arrangées, impliquant des familles fortunées et des enfants choisis pour leurs dons particuliers. Son nom apparaissait dans ces pages, ainsi que des détails sur ses capacités précoces en gestion et en finance. Mais la vraie surprise vint d'une photo glissée entre les pages. Elle montrait Isabelle de Beaumont, plus jeune, tenant un bébé. Au dos, une simple inscription. Sophie, 3 mois. La vérité commençait à émerger comme un puzzle macabre. Ce n'était pas le hasard qui avait conduit Sophie et Marie dans sa vie. Tout était lié depuis le début, dans un plan élaboré sur des décennies. Un plan dont Isabelle de Beaumont semblait être l'architecte principal. La réunion extraordinaire du conseil d'administration commença dans une atmosphère électrique. Victor de Montfort, debout devant l'Assemblée, présentait son dossier avec une assurance calculée. Les documents projetés sur l'écran semblaient accablants, des photos compromettantes, des relevés bancaires suggérant des malversations, des témoignages soigneusement arrangés. « Messieurs, conclut Victor, il est clair que mon cousin n'est plus en mesure de diriger notre groupe. Ses actions récentes ont mis en péril non seulement notre réputation, mais aussi l'héritage. » Même des Montfort. Alexandre, qui n'avait pas assisté au début de la réunion, fit alors son entrée. Dans ses mains, il tenait le carnet trouvé au café. « Parlons d'héritage », dit-il d'une voix calme qui fit taire toute la salle. Pendant ce temps, dans l'appartement du 20e arrondissement, Sophie travaillait frénétiquement sur son ordinateur. Ses algorithmes avaient révélé un motif troublant dans les activités de la Fondation Beaumont. Claire Dubois, penchée sur son épaule, prenait des notes. « Regarde », montra Sophie, « chaque fois qu'un enfant spécial était placé dans une famille influente, une série de transactions complexes suivait. Des millions d'euros transitaient par des sociétés écrans. » Marie, qui écoutait tout en restaurant une toile, sentit soudain une contraction. Son bébé avait choisi ce moment pour annoncer son arrivée. Claire appela immédiatement leur contact à l'hôpital Saint-Louis, une sage-femme qui avait accepté de les aider discrètement. Dans la salle du conseil, Alexandre continuait son exposé. Il projeta la photo trouvée dans le carnet, celle d'Isabelle avec le bébé Sophie. Mademoiselle de Beaumont ne dirige pas une fondation caritative. Elle est à la tête d'un réseau qui place des enfants doués dans des familles influentes, créant ainsi un réseau d'influence qui s'étend sur des générations. Le silence qui suivit fut assourdissant. Henri de Montfort, qui était resté silencieux jusqu'alors, se leva lentement. « Alexandre » sa voix tremblait légèrement. « Il y a des choses que tu ne comprends pas. »« Au contraire, père, » coupa Alexandre. « Je comprends enfin. Je n'étais pas le seul. Sophie, Marie, nous sommes tous des pions dans un jeu plus grand que nous. » À cet instant, Bernard fit irruption dans la salle. « Monsieur Alexandre, » dit-il, essoufflé, « Marie est en train d'accoucher. » Le conseil explosa en murmures confus, mais Alexandre était déjà parti. Dans sa voiture, filant vers l'hôpital Saint-Louis, il reçut un appel de Claire. Sophie a découvert quelque chose d'encore plus grand. La Fondation Beaumont n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il y a des connexions avec des institutions financières, des cabinets ministériels. À l'hôpital, Marie était en plein travail.
Sophie, tenant sa main, partageait avec elle la force qui les avait maintenus debout toutes ces semaines. Quand Alexandre arriva, le personnel hospitalier tenta de l'arrêter, mais une voix familière intervint. « Laissez-le passer. » C'était Élisabeth Dumas, la mère de Marie, plus âgée mais toujours digne. Il a le droit d'être là. Les heures qui suivirent furent intenses. Pendant que Marie donnait naissance à sa fille, Sophie recevait un email de son ancien professeur. Sa théorie mathématique allait être publiée dans une revue prestigieuse. Les deux événements, apparemment sans rapport, allaient pourtant déclencher une réaction en chaîne qui changerait leur vie à tous. Dans le couloir de l'hôpital, Élisabeth prit enfin le temps de parler à Alexandre. « Je n'ai jamais voulu tout ça, » dit-elle doucement. Quand Isabelle m'a approché, il y a toutes ces années, elle a promis que les enfants auraient une meilleure vie, mais j'ai compris trop tard que nous étions tous manipulés. À l'autre bout de la ville, Isabelle de Beaumont recevait un appel qui la fit pâlir. Ses contacts dans la presse l'informaient qu'une série d'articles allait bientôt paraître, révélant tout le système qu'elle avait mis des décennies à construire. Le petit matin se levait sur Paris quand la fille de Marie poussa son premier cri. Dans la chambre d'hôpital, l'émotion était palpable. Alexandre, qui n'avait pas quitté le couloir de la nuit, entendit ce cri qui changeait tout. Sophie, épuisée mais rayonnante, sortit de la salle pour lui annoncer la nouvelle. « C'est une petite fille », dit-elle avec un sourire. « Marie veut l'appeler Élise. » Pendant ce temps, dans les bureaux du journal Le Monde, Claire Dubois présentait son dossier à la rédaction. Les preuves rassemblées par Sophie étaient accablantes. Les algorithmes avaient remis en lumière un réseau complexe d'adoptions arrangées, de transferts financiers et d'influences politiques qui s'étendait sur 3 décennies. « Ce n'est pas qu'une histoire d'adoption », expliquait Claire. « C'est un système de sélection sociale sophistiqué. Il repérait des enfants particulièrement doués, les plaçait dans des familles influentes, créant ainsi un réseau d'élite sur mesure. » À l'hôpital, Élisabeth Dumas décida qu'il était temps de tout révéler. Dans la petite salle d'attente, elle commença son récit pendant que Marie se reposait avec sa fille. « Tout a commencé dans les années 80, » raconta-t-elle. « J'étais jeune, idéaliste, travaillant comme assistante sociale. Isabelle de Beaumont m'a recrutée pour sa fondation, prétendant vouloir aider les enfants défavorisés. Au début, je croyais en notre mission. » Elle marqua une pause, regardant par la fenêtre le jour qui se levait sur Paris. « Mais j'ai commencé à remarquer des patterns. Les enfants qu'on nous demandait de sauver avaient tous quelque chose de spécial. Un don pour les mathématiques, une intelligence exceptionnelle, des capacités artistiques hors du commun. » Alexandre écoutait, absorbant chaque mot. « Comment suis-je entré dans l'équation ?»« Tu étais différent, » répondit Élisabeth. « Tu n'étais pas comme les autres enfants du programme. Tu es arrivé avec des papiers parfaitement en règle. Une histoire soigneusement construite. Mais il y avait quelque chose dans tes yeux, la même chose que je vois maintenant dans les yeux de ma petite fille. » Sophie, qui travaillait sur son ordinateur portable pendant la conversation, leva soudain la tête. « Les transferts d'argent, ils ont tous commencé la même année, l'année de ta naissance, Alexandre. » Dans son bureau de l'avenue Montaigne, Isabelle de Beaumont recevait des appels frénétiques. Ses contacts dans la presse, la politique, la finance, tous l'informaient que le système commençait à s'effondrer. Elle resta calme, sortant d'un coffre-fort un dossier marqué « Projet héritier ». À l'intérieur se trouvèrent des documents qui révélaient la vérité sur l'origine d'Alexandre. Il n'était pas un orphelin choisi au hasard. Il était le fils d'une brillante mathématicienne qui avait disparu mystérieusement après avoir découvert une théorie révolutionnaire, la même théorie que Sophie venait de redécouvrir. Henri de Montfort, après la réunion du conseil, se rendit directement à l'hôpital. Il trouva Alexandre dans le couloir, contemplant à travers la vitre le nouveau-né qui dormait paisiblement dans les bras de Marie. « Je dois te dire quelque chose » commença Henri, sa voix inhabituellement douce. « Ta mère, elle n'était pas qu'une simple inconnue. Elle était une femme brillante qui a menacé de révéler quelque chose qui aurait pu tout changer. Isabelle, elle a proposé une solution. Te placer dans notre famille, te donner une vie privilégiée. »« En échange de quoi ?» demanda Alexandre, même s'il commençait à deviner la réponse. « Du silence et de la promesse que tu ne découvrirais jamais la vérité sur tes origines.
Henri semblait soudain très vieux et très fatigué. Mais je ne savais pas qu'Isabelle continuerait, qu'elle transformerait cela en un système. Dans la chambre d'hôpital, Marie berçait doucement sa fille, pendant que Sophie continuait à décrypter les données sur son ordinateur. Les deux femmes qui avaient commencé comme des étrangères dans la nuit parisienne étaient maintenant au cœur d'une révélation qui allait secouer les fondements même de la société française. Le lendemain matin, Paris s'éveilla avec une nouvelle qui fit l'effet d'une bombe. En première page du Monde, un article signé Claire Dubois exposait tout le système mis en place par Isabelle de Beaumont. Les algorithmes de Sophie, combinés aux années d'investigation de Claire, avaient permis de reconstituer un puzzle terrifiant. Le réseau des prodiges titrait le journal. L'article détaillait comment, pendant des décennies, des enfants particulièrement doués avaient été stratégiquement placés dans des familles influentes, créant un réseau d'élite sur mesure. Les preuves étaient irréfutables: transactions financières, correspondances cryptées, témoignages. Dans sa chambre d'hôpital, Marie lisait l'article pendant que sa fille dormait paisiblement. Sophie, assise près d'elle, continuait à travailler sur son ordinateur, découvrant de nouvelles connexions à chaque instant. « C'est plus grand que ce que nous pensions », murmura Sophie. « Les algorithmes montrent des liens avec des institutions dans toute l'Europe, des enfants placés stratégiquement dans des positions clés, finances, politique, technologie. » Alexandre arriva avec le petit déjeuner, accompagné d'Elisabeth. L'ancienne assistante sociale semblait avoir vieilli de 10 ans en une nuit, mais ses yeux brillaient d'une détermination nouvelle. « Il y a quelque chose que vous devez tous savoir », commença Elisabeth. Elle sortit de son sac un vieux journal intime. « Sophie, ta mère, elle n'est pas morte comme Isabelle te l'a fait croire. Elle a découvert quelque chose qui menaçait tout le système. Une théorie mathématique qui permettait de tracer les connexions cachées, de révéler les patterns invisibles. » Sophie sentit son cœur s'arrêter. « Ma théorie? Tu as redécouvert ce que ta mère avait trouvé, » confirma Elisabeth. « C'est pour ça qu'Isabelle était si intéressée par toi. Elle voulait s'assurer que l'histoire ne se répète pas. » Dans son bureau, Isabelle de Beaumont regardait Paris s'éveiller. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Journalistes, politiques, familles impliquées. Tous voulaient des réponses. Elle resta calme, méthodique, commençant à activer son réseau d'influence pour tenter de contrôler les dégâts. Mais elle ne s'attendait pas à ce qui allait suivre. Victor de Montfort, qu'elle croyait être son allié le plus fidèle, apparut sur toutes les chaînes d'information. Il révélait comment il avait secrètement enregistré toutes leurs conversations, documentant années de manipulation et de corruption. « Je ne pouvais plus vivre avec ça », déclara-t-il aux journalistes. « Alexandre avait raison depuis le début. Notre famille, notre héritage, tout était basé sur des mensonges. » À l'hôpital, Alexandre reçut un appel de Bernard. Le vieux majordome avait trouvé quelque chose dans les archives de la famille. Une lettre de la mère de Sophie, écrite juste avant sa disparition. « Mon enfant, » lisait la lettre, « si tu lis ceci un jour, sache que chaque ligne de code que j'ai écrite, chaque équation que j'ai résolue était pour créer un monde plus juste. Un monde où le talent et l'intelligence ne seraient pas manipulés pour servir le pouvoir, mais pour servir l'humanité. » Sophie, lisant ces mots, sentit les larmes couler sur ses joues. Sa théorie mathématique n'était pas qu'une découverte scientifique, c'était un héritage, un outil pour démanteler le système même qui avait tenté de la contrôler. Marie, berçant sa fille, regarda par la fenêtre le soleil qui montait dans le ciel parisien. « Élise ne grandira pas dans un monde de manipulation et de secrets, » dit-elle doucement. « Elle grandira en sachant exactement qui elle est. » Pendant ce temps, dans les bureaux du groupe Montfort, le conseil d'administration se réunissait en urgence. Les révélations dans la presse avaient déclenché une onde de choc dans tout le pays. Des familles influentes commençaient à reconnaître leur implication. Des politiciens préparaient leur démission. Des enquêtes étaient lancées. Une semaine après les révélations qui avaient secoué Paris, la vie avait pris un rythme différent pour tous les protagonistes. Marie et la petite Élise étaient rentrées à l'appartement près du canal, où Sophie avait transformé le salon en un bureau improvisé, ses équations mathématiques couvrant des tableaux entiers. Un matin, alors que le soleil automnal caressait les façades parisiennes, Sophie reçut un email qui fit trembler ses mains.
Sa théorie mathématique allait être publiée dans les annales de l'Institut Henri Poincaré, la plus prestigieuse revue mathématique de France. Mais ce n'était pas la reconnaissance académique qui la bouleversait, c'était la note qui accompagnait l'acceptation. « Mademoiselle Dumas », écrivait le professeur Laurent, « votre théorie sur les patterns cachés dans les systèmes complexes rappelle étrangement les travaux non publiés de Catherine Mercier, une brillante mathématicienne qui a mystérieusement disparu il y a des années. Serait-il possible de vous rencontrer pour en discuter ?» Le nom fit l'effet d'une décharge électrique. Catherine Mercier, sa mère. Sophie appela immédiatement Alexandre, qui arriva 1 heure plus tard, accompagné d'Elisabeth. « Le professeur Laurent était le directeur de thèse de ta mère », expliqua Elisabeth, sortant une vieille photo de son sac. « Il ne sait pas tout, mais il a toujours soupçonné que sa disparition n'était pas accidentelle. Pendant ce temps, dans les bureaux du groupe Montfort, Henri faisait face à une décision cruciale. Le conseil d'administration, secoué par les révélations, exigeait des changements profonds. Victor, dans un revirement surprenant, avait proposé de transformer l'entreprise en une fondation dédiée à l'éducation et au soutien des jeunes talents, mais cette fois dans la transparence. « C'est l'occasion de tout recommencer », plaida Victor auprès d'Alexandre, « de transformer ce système corrompu en quelque chose de positif. » Alexandre, qui avait passé la semaine à naviguer entre l'entreprise et sa nouvelle famille, sentait le poids de l'histoire sur ses épaules. Les révélations sur son passé, loin de l'affaiblir, lui avaient donné une clarté nouvelle. Claire Dubois, qui continuait son investigation, découvrit un nouveau fil à tirer. Dans les archives de la Fondation Beaumont, elle trouva des documents suggérant que Catherine Mercier n'avait pas simplement disparu. Elle avait été protégée. « Ta mère », expliqua-t-elle à Sophie lors d'une réunion dans un petit café, près de la Sorbonne, avait créé un réseau de soutien pour d'autres femmes comme elle, des scientifiques, des artistes, des intellectuels qui refusaient de voir leurs enfants utilisés comme des pions. La petite Élise, qui grandissait, entourée de l'amour de sa nouvelle famille élargie, semblait avoir hérité de la vivacité d'esprit de son entourage. Ses yeux brillants suivaient les équations sur les tableaux de Sophie avec une curiosité précoce. Un soir, alors que Marie berçait sa fille, Alexandre reçut un appel inattendu. C'était Bernard, la voix tremblante d'émotion. « Monsieur, dit-il, j'ai trouvé quelque chose dans les anciens quartiers d'Isabelle de Beaumont. Un coffre-fort secret avec des lettres, des photos et une adresse en Provence. » L'adresse menait à une petite maison isolée dans les collines provençales, où une communauté de femmes vivait discrètement depuis des années. Parmi elles, certaines avaient été placées par la Fondation Beaumont, d'autres avaient fui le système. Et c'est là, dans ce refuge inattendu, que les dernières pièces du puzzle attendaient d'être découvertes. Sophie, en examinant les données avec ses nouveaux algorithmes, commença à voir émerger un pattern plus large. Ce n'était pas seulement un réseau d'adoption et d'influence, c'était aussi un réseau de résistance, créé par des femmes qui avaient refusé de se soumettre au système d'Isabelle. « Regarde », montra-t-elle à Alexandre, pointant son écran. Chaque fois qu'Isabelle plaçait un enfant dans une famille influente, il y avait une réaction en chaîne. D'autres enfants étaient protégés, cachés, leur talent préservé de la manipulation. Dans leur appartement près du canal, Marie travaillait sur la restauration d'un tableau particulier, une œuvre qu'Élisabeth avait gardée pendant des années. Sous les couches de peinture, une image commençait à émerger. Une femme tenant un livre de mathématiques, son visage étrangement familier. Le voyage vers la Provence fut décidé en quelques heures. Alexandre, Sophie et Marie avec la petite. Élise prirent le TGV un matin brumeux. Élisabeth les accompagnait, son visage marqué par une anticipation qu'elle peinait à dissimuler. Claire Dubois avait accepté de les retrouver sur place, apportant avec elle les derniers documents découverts dans les archives de la Fondation Beaumont. La maison, nichée dans les collines parfumées de lavande, semblait sortie d'un autre temps. Une femme aux cheveux gris les attendait sur le perron. Son visage, bien que marqué par les années, gardait une beauté sereine. Quand elle vit Sophie, ses yeux s'emplirent de larmes. « Catherine », murmura Élisabeth, sa voix tremblante. Le temps sembla se suspendre. Sophie resta immobile, fixant cette femme qui était sa mère, cette mathématicienne brillante qui avait choisi de disparaître pour protéger un secret plus grand qu'elle.
Je savais que tu retrouverais le chemin, dit doucement Catherine. Quand j'ai vu tes équations publiées dans les prépublications mathématiques, j'ai su que le moment était venu. À l'intérieur de la maison, d'autres femmes les accueillirent. Certaines étaient des scientifiques, d'autres des artistes. Toutes avaient fui le système d'Isabelle de Beaumont. Elles avaient créé ici une sorte d'université clandestine où les talents pouvaient s'épanouir librement. Nous ne voulions pas que nos enfants deviennent des pions dans leur jeu de pouvoir, expliqua Catherine, montrant à Sophie une bibliothèque remplie de travaux de recherche. Alors, nous avons créé notre propre réseau, notre propre système de soutien. Marie, qui observait tout en tenant Élise, remarqua quelque chose d'étrange sur les murs. Des tableaux, douzaines d'entre eux, représentant des femmes avec leurs enfants. C'étaient les œuvres qu'elle avait passé des années à restaurer, sans jamais comprendre leur vraie signification. Chaque tableau est un message codé, expliqua une des femmes, une artiste nommée Clara. Une façon de communiquer entre nous, de garder trace de ceux qui avaient besoin d'aide. Alexandre, explorant la maison avec Catherine, découvrit une photo qui le figea sur place. Elle montrait sa propre mère aux côtés de Catherine, toutes deux tenant des cahiers de mathématiques. « Elle était ma meilleure amie, » dit Catherine doucement. « Quand elle a découvert ce qu'Isabelle prévoyait pour toi, elle m'a fait promettre de veiller sur toi de loin. C'est pour ça que j'ai guidé Sophie vers toi, même si je ne pouvais pas être présente physiquement. » Dans le jardin, où les oliviers centenaires offraient leur ombre bienveillante, Claire Dubois étalait les derniers documents découverts. Il révélait l'existence d'un réseau international de femmes qui, depuis des décennies, travaillaient dans l'ombre pour protéger les enfants du système d'Isabelle. « Ce n'est pas juste une histoire de Paris ou de la France, » expliqua Claire. « C'est un mouvement qui s'est étendu à travers l'Europe, un réseau de résistance silencieuse. » Sophie, assise entre sa mère retrouvée et Marie, comprit enfin pourquoi ces algorithmes avaient révélé des patterns si complexes. Ce n'était pas seulement le réseau d'Isabelle qu'elle avait découvert, c'était aussi ce réseau parallèle de protection et de soutien. « Mais maintenant, dit Catherine, il est temps de sortir de l'ombre. Le système d'Isabelle s'effondre, et nous devons être là pour construire quelque chose de meilleur à sa place. » Alexandre, qui avait passé la journée à absorber ces révélations, prit une décision. Le groupe Montfort, sous sa direction et celle de Victor, allait se transformer. Plus de manipulation, plus de secrets. Ils utiliseraient leurs ressources pour soutenir ouvertement les talents, sans condition. Ni contrôle. La petite Élise, qui s'était endormie dans les bras de Marie, sourit dans son sommeil, comme si elle sentait que le monde dans lequel elle grandirait serait différent. Un monde où les dons et les talents ne seraient plus des outils de pouvoir, mais des sources de lumière et d'espoir. 6 mois avaient passé depuis les révélations en Provence. Paris s'éveillait sous un soleil printanier, et l'ancien hôtel particulier des Montfort bourdonnait d'une activité nouvelle. Les salons dorés qui avaient autrefois accueilli l'élite de la société s'étaient transformés en espaces de travail collaboratif où de jeunes talents de tous horizons se rencontraient et échangeaient librement. Alexandre, depuis son bureau, qui donnait sur le jardin récemment réaménagé, observait un groupe d'étudiants qui travaillaient sur un projet de recherche. La transformation du groupe Montfort en Fondation pour l'éducation et l'innovation avait été accueillie avec scepticisme au début, mais les résultats parlaient d'eux-mêmes. Sophie, devenue directrice du département de recherche mathématique, avait développé son algorithme en collaboration avec d'autres scientifiques. Ce qui avait commencé comme un outil pour dévoiler des réseaux cachés était devenu un instrument pour identifier et soutenir les talents émergents, particulièrement dans les zones défavorisées. « Les premiers résultats sont extraordinaires », expliqua-t-elle lors d'une réunion avec l'équipe de direction. « Nous avons déjà identifié des dizaines de jeunes prodiges qui n'auraient jamais eu accès à une éducation adaptée à leurs capacités. » Marie, qui partageait son temps entre la restauration d'art et la coordination des programmes culturels de la Fondation, avait transformé l'ancienne salle de bal en galerie d'art. Les tableaux codés qui avaient servi à protéger les femmes et leurs enfants y étaient maintenant exposés, témoins silencieux d'une époque révolue. La petite Élise, qui grandissait entourée de stimulations intellectuelles et artistiques, montrait déjà des signes d'une intelligence vive et créative. Elle passait ses journées entre la galerie d'art de sa mère et le laboratoire de Sophie, absorbant naturellement les connaissances qui l'entouraient. Catherine Mercier, sortie de l'ombre,
avait accepté un poste de professeur à l'école normale, supérieure, où elle dirigeait un programme spécial pour les jeunes mathématiciens. Sa présence dans le monde académique avait provoqué des ondes de choc, mais aussi un profond respect pour le réseau de résistance qu'elle avait contribué à créer. Un jour, alors qu'Alexandre travaillait tard dans son bureau, il reçut une visite inattendue. C'était Victor, qui revenait d'une longue période de réflexion à l'étranger. « J'ai beaucoup pensé à notre héritage », dit Victor, regardant par la fenêtre les jardins où des enfants participaient à un atelier de sciences. Pas l'héritage des Montfort, mais celui que nous créons maintenant. Alexandre sourit. La transformation de son cousin d'adversaire en allié était peut-être la preuve la plus évidente que le changement était possible. Dans le quartier du canal de l'Ourcq, l'ancien appartement où tout avait commencé était devenu un centre communautaire, où des femmes en difficulté pouvaient trouver aide et soutien. Claire Dubois y animait régulièrement des ateliers de journalisme, encourageant les résidentes à raconter leurs histoires. Elisabeth, qui avait enfin trouvé la paix avec son passé, coordonnait les différentes initiatives sociales de la Fondation. Son expérience et sa connaissance du système lui permettaient d'identifier les besoins les plus urgents et d'y répondre efficacement. Un soir, alors que le soleil se couchait sur Paris, la famille élargie se réunit dans le jardin de l'hôtel particulier. Catherine, regardant sa fille présenter ses dernières découvertes mathématiques à un groupe d'étudiants fascinés, se tourna vers Alexandre. « Tu sais, dit-elle doucement, ta mère serait fière. Nous avions rêvé d'un monde où les talents pourraient s'épanouir librement, sans manipulation ni contrôle. Mais nous n'avions jamais imaginé que ce serait son fils qui le rendrait possible. » La soirée se prolongea, remplie de discussions animées, de projets d'avenir et de rires d'enfants. La petite Élise, perchée sur les genoux de Marie, dessinait des formes géométriques complexes, tout en écoutant les histoires que racontait Bernard sur les secrets de l'ancien Paris. Un an jour pour jour après les révélations qui avaient bouleversé la société parisienne, une cérémonie particulière se préparait dans les jardins de l'ancien hôtel particulier des Montfort. L'endroit, métamorphosé en campus innovant, accueillait l'inauguration officielle de l'Institut Mercier-Montfort pour l'innovation sociale. Le jardin baigné de lumière printanière était rempli de personnes venues des quatre coins du monde. Des scientifiques, des artistes, des entrepreneurs sociaux, tous réunis pour célébrer une nouvelle approche de l'excellence et du talent. Sophie, debout sur l'estrade improvisée, présenta les résultats de la première année du programme. Les algorithmes qu'elle avait développés avec sa mère avaient permis d'identifier et de soutenir plus de 1000 jeunes talents dans toute la France, créant un réseau d'entraide et de partage qui s'étendait bien au-delà des frontières sociales traditionnelles. « Ce que nous construisons ici, m'expliqua-t-elle, n'est pas une nouvelle élite. C'est une communauté où chaque talent peut s'épanouir librement, où chaque don est valorisé non pas pour le pouvoir qu'il confère, mais pour sa contribution au bien commun. » Marie, qui dirigeait maintenant le département des arts, avait organisé une exposition spéciale. Les tableaux codés qui avaient autrefois servi à protéger les femmes et leurs enfants étaient maintenant accompagnés de nouvelles œuvres, créées par les jeunes artistes du programme. L'art n'était plus un moyen de dissimulation, mais d'expression et de libération. La petite Élise, qui venait d'avoir son premier anniversaire, était devenue la mascotte de l'Institut. Elle se déplaçait dans les bras de tous, passant des équations de Sophie aux toiles de Marie, symbole vivant de cette nouvelle génération qui grandirait dans la liberté de devenir elle-même. Dans un coin tranquille du jardin, Alexandre discutait avec Henri. Le vieil homme, marqué par les événements de l'année écoulée, avait finalement trouvé la paix avec ses choix passés. « Je pensais te protéger, admit-il, mais en réalité, c'est toi qui nous as tous sauvés. Tu as transformé un système de contrôle en un espace de liberté. » Catherine Mercier, entourée d'un groupe d'étudiants enthousiastes, partageait son expérience de résistance et de persévérance. Son réseau clandestin de protection était devenu un modèle d'organisation pour d'autres initiatives similaires à travers le monde. Claire Dubois, qui continuait son travail d'investigation, mais cette fois pour documenter les succès du nouveau système, prenait des notes pour son prochain livre. L'histoire de la transformation du groupe Montfort était devenue un cas d'étude dans les écoles de journalisme. Vers la fin de la journée, alors que le soleil commençait à décliner, Alexandre monta sur l'estrade pour un dernier discours. Il regarda la foule rassemblée, Sophie rayonnante près de sa mère retrouvée,
Marie tenant Élise qui jouait avec un petit tableau, Victor, transformé par son engagement dans les projets sociaux, Bernard, fidèle comme toujours, et tant d'autres qui avaient contribué à ce changement. Il y a 1 an, commença-t-il, nous pensions que l'héritage était une question de sang, de nom ou de fortune. Aujourd'hui, nous savons que le véritable héritage est celui que nous construisons ensemble, jour après jour. C'est la liberté de devenir qui nous sommes vraiment, la possibilité de mettre nos dons au service des autres, la force de transformer nos blessures en source de guérison. Dans l'assistance, les visages souriaient, certains avec des larmes aux yeux. Le système d'Isabelle de Beaumont était définitivement tombé, remplacé par quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus humain. La nuit tombait doucement. Sur Paris, et dans le jardin illuminé de lampions, la fête continuait. Des conversations animées se mêlaient aux rires des enfants, des projets se dessinaient, des amitiés se nouaient. La petite Élise s'était endormie dans les bras de Marie, pendant que Sophie et sa mère griffonnaient des équations sur une serviette en papier, imaginant déjà la prochaine innovation qui pourrait changer le monde. L'ancien hôtel particulier, des Montfort qui avait si longtemps abrité les secrets et les manipulations de l'élite parisienne, était devenu un phare d'espoir et de renouveau. Les grilles dorées qui avaient autrefois maintenu le monde à distance étaient maintenant grandes ouvertes, invitant chacun à entrer et à contribuer à cette nouvelle histoire qui s'écrivait.